Donc, ce qu'on va vous proposer avec le président Borderieux, c'est de faire un petit voyage en France. Donc, comme la plupart d'entre vous n'y êtes jamais allés, donc vous n'avez pas besoin de cette qualification pour y aller. On va vous faire un petit voyage en avion. Ça va durer à peu près 40 minutes. On espère que vous allez comprendre cette filière. Il a été beaucoup question de filière, de création de valeur ajoutée aujourd'hui dans cette conférence. Donc, je trouve que c'est, pour ma part, une très bonne initiative. Il faut parler d'économie, donc Stéphane Borderieux vous en reparlera à la rigueur mieux que moi. Il est président d'un groupement de producteurs français, il est aussi exploitant agricole, donc gagner de l'argent avec du chanvre, c'est possible. La question, c'est de savoir plutôt comment, à quelle vitesse et sur quelle échelle. Donc ce qu'on vous propose, effectivement, c'est un retour d'expérience du modèle français. On n'espère pas être trop prétentieux. Il y a une petite histoire, ça fait 75 ans qu'en France, les agriculteurs ont décidé de faire du chanvre, donc on sait faire des choses. Vous avez fait aussi, je pense, un certain nombre d'erreurs. Si vous pouvez éviter de faire les mêmes, c'est toujours intéressant. Et on a beaucoup de plaisir à revenir au Canada et surtout au Québec. Il n'y a pas déjà la barrière de la langue. Les Français sont connus pour être anglophobes, donc c'est vrai que là, on se comprend, quoique. Mais on arrive effectivement à mieux s'entendre et je trouve très intéressant la confrontation des modèles économiques entre le Canada et l'Europe et surtout la France. Il y a le poids de l'histoire, mais il y a surtout une agriculture qui est performante chez vous. Il y en a une aussi en France. Et ce que j'aime, moi, c'est voir les agriculteurs qui discutent entre eux et qui échangent sur les bonnes pratiques. Et on a tous à apprendre des uns des autres. La première diapo que vous avez là, en fait, c'est la définition de ce que c'est une filière. Donc c'est extrait du dictionnaire français Larousse. Donc c'est à peu près le même, je pense, le même chez vous. Et ça me paraît effectivement intéressant parce que quand on parle de filière, en fait, c'est une addition d'étapes ou d'unités économiques. Donc c'est fondamental, s'il n'y a pas d'amont et s'il n'y a pas d'aval, il n'y a pas de filière. C'est absolument pas possible. Donc on entend parler, comme la demoiselle ou la dame a dit tout à l'heure, de nouveaux marchés, CBD, graines, etc. etc. D'accord. Donc il y a un produit. Est-ce que le marché est prêt? Est-ce que la clientèle est prête? Est-ce que les gens sont suffisamment éduqués pour comprendre l'intérêt? Alors en France, on parle de responsabilité sociétale et environnementale. Donc est-ce que c'est quelque chose qui fait écho dans vos têtes en tant que client et citoyen québécois et surtout canadien? Alors c'est écrit en petit. Ce qu'il faut regarder, c'est surtout la première phrase. Donc une filière agricole, elle est centrée sur un produit agricole de base et sur toute ou partie de ses transformations successives. Voilà. Donc le chanvre, ça a la particularité, on peut tout faire avec. Il n'y a pas quasiment un objet dans cette pièce que vous ne pourriez pas faire avec le chanvre. La question, c'est comment on va s'y prendre et quels sont les investissements industriels ou techniques qu'il va falloir faire. Donc Stéphane vous en parlera. Alors le chanvre, d'un point de vue historique, j'allais dire même du temps de la préhistoire, c'est une plante avec laquelle on a une histoire très très compliquée. Dans certains pays, elle a été bannie, et dans d'autres, elle est remise sur le devant de la scène. Donc moi, j'ai eu la chance depuis 3 ans et demi de voyager beaucoup. Au Japon, par exemple, c'était un des pays au monde où il y avait le plus de chanvre. Donc le Japon, c'est 4 îles. L'île du Nord, Hokkaido, c'est l'île la plus agricole. Il y avait 185 000 hectares avant 1935. La Deuxième Guerre mondiale a complètement radié la culture de ce pays-là, qui était une fibre traditionnelle qui servait à faire les kimonos et les vêtements des pompiers de la ville de Tokyo à l'époque. Il n'y a plus 1 hectare de champs de produits. Ils sont sous la loi de prohibition des États-Unis. Voilà. La particularité, c'est que nous, Français, on a le don de faire des guéguerres intestines. On est gaulois, donc en ce moment, vous entendez beaucoup parler de nous, je pense, sur les Champs-Élysées. On n'est pas d'accord sur grand-chose. Mais la seule chose que le général de Gaulle nous a laissée, c'est 5 lois majeures, ce qu'on appelle des lois cadres, qui ont rendu la France indépendante sur les forces militaires, l'énergie par le nucléaire, sa position au Conseil de sécurité de l'ONU et l'agriculture. Et il y a eu énormément, depuis les années 60, d'investissements en recherche et développement en agriculture. Donc on a une culture agricole et agronomique très forte et on a à peu près 60-65 ans de capitalisation d'études économiques et agronomiques. Donc ça, c'est un gros point fort. Aujourd'hui, il y a une grosse réflexion en France, et notamment en Europe et surtout en France, par rapport à la légalisation du cannabis. On est venu il y a 3 semaines et demie essayer de comprendre ce que le Canada et votre Premier ministre avait voulu faire passer comme message au niveau de la santé, au niveau de la population canadienne. Et effectivement, ça nous a beaucoup interpellés. Donc cette plante-là, quels seront les aspects sur la société et quels sont les effets économiques? On se pose effectivement en France beaucoup de questions. Donc c'est ce qu'on va essayer de vous faire comprendre, c'est le niveau de législation entre l'Europe et ce qu'on fait chez nous en France.
Donc, comme je pense dans votre pays, alors c'est écrit en tout petit, mais retenez juste un chiffre, hein, donc c'est l'article 5132-86 du Code de la santé publique. C'est le seul article en France qui règle le statut de cannabis sativa. On ne parle pas de chanvre, on parle de cannabis sativa. Voilà. C'est une plante qui est soumise à autorisation et elle doit correspondre à des critères de sélection très stricts. Donc le taux de tétrahydrocannabidiol, donc le THC, est strictement inférieur à 0,2%. À partir de ce moment-là, vous allez parler de chanvre à destination industrielle. Si vous ne remplissez pas ce critère-là, vous ne parlez pas de chanvre à usage industriel, c'est clairement du cannabis. Ce qui est seulement utilisé en France, c'est la graine, ce qu'on appelle du chène-vie, et la transformation de la paille. Il n'y a que ça qui est autorisé. Et tout le modèle de la filière française a été construit autour de la production de fibres et l'utilisation de la chènevote. Donc je pense que depuis ce matin, vous avez, voilà, c'est surtout pour les jeunes là, qui commencent à s'endormir. Ça, c'est j'allais dire, c'est le chanvre industriel pour les nuls. Pour faire la différence, ça résume ce que je viens de dire. À droite, c'est chanvre. À gauche, ça ne l'est pas. Donc vos variétés inscrites qui seraient entre 0,2 et 0,3 sont plutôt au Canada de ce côté-là. Voilà, hein, pour être clair. L'usage industriel, culture autorisée, culture contrôlée en plus. La Fédération nationale des producteurs de chanvre a l'obligation de contrôler tous les ans 30% de la surface qui est produite sur le territoire national. Donc je pense que la France, c'est 6 fois plus petit que le Québec, il me semble. Donc vous voyez à peu près le système de contrôle qu'il faudrait mettre en place dans votre pays, enfin dans votre province, et sur l'État du Canada, ça peut vite devenir très très compliqué. Et vous avez fait un choix intéressant, c'est de qualifier, il me semble, la culture directement au champ. Donc, ce qui est un très gros avantage que nous, on n'a pas fait ce choix-là en France. C'est embêtant, je suis obligé de me tourner. Donc Olivier m'avait demandé effectivement un petit focus là-dessus. Donc la production en Europe et surtout en France, ben, voilà, vous avez deux niveaux de joueurs. Vous êtes soit artisan, et donc vous êtes sur une culture qui est parfaitement illégale. Donc vous pouvez être une entreprise de taille très importante et essayer de vendre des e-cigarettes à base de cannabidiol. C'est interdit. Vous allez être mis en prison, votre magasin va être fermé et vous allez avoir une écriture sur votre casier judiciaire. Ça peut devenir extrêmement compliqué. De l'autre côté, effectivement, le cadre traditionnel, vous devez utiliser des semences certifiées qui sont sur une liste inscrite. Donc le niveau, il y a à peu près 56, ça doit être 56 ou 61, je ne sais plus, variétés autorisées en Europe, mais il n'y en a que 10 qui sont autorisées en France. Elles répondent spécifiquement au marché français. Donc elles sont certifiées, tracées. Vous ne pouvez pas faire de semences qu'on appelle de ferme, vous ne pouvez pas reproduire les générations, sachant que le chanvre, d'un point de vue génétique, c'est une variété de population. Donc elle va reprendre très rapidement, normalement au bout de la 3e génération, son caractère, ce qu'on a vu ce matin, dioïque. On va reséparer les pieds mâles et femelles, et le taux de THC va repartir au-delà de 0,2. Souvent les transformateurs, donc mon voisin de gauche a un contrat. C'est Christian qui a dû parler de contrat ce matin. Voilà, les agriculteurs ont un contrat. Donc effectivement, ce que vous avez dit, c'est parfaitement juste. Il faut s'assurer qu'il y ait un débouché pour le produit, sinon il va rester dans le champ. Donc la publicité, tout de suite, elle est très mauvaise. Et vous devez vous déclarer. Alors il y a un système de déclaration officielle en France qu'on appelle les déclarations PAC de politique agricole commune, où vous devez, comme tu l'as dit tout à l'heure, géolocaliser la parcelle. C'est exactement les mêmes systèmes de fonctionnement. Voilà. Et pour s'assurer que vous n'êtes pas en train de frauder, donc vous avez mélangé du cannabis avec du chanvre, vous devez fournir la certification, les étiquettes de certification des lots de semences que vous avez fait. Voilà. Si vous ne le faites pas, ça peut assez vite tourner vinaigre, comme on dit chez nous. La réglementation, alors forcément, ce qui est étonnant en ce moment, c'est que nous, on regarde beaucoup chez vous. Voilà. Hein, et puis vous regardez beaucoup chez nous. Alors c'est marrant. Et on a une perception qui est complètement décalée, quoi. Les Européens, de manière générale, donc vous voyez à peu près la carte, hein, juste à titre, vous prenez la carte du Canada, vous la mettez par-dessus, ou vous mettez la carte de l'Australie, vous allez voir, c'est assez drôle. Hein, cette surface-là, ça fait la surface de l'Australie. Les Européens, de manière générale, les Allemands et surtout les Hollandais, en fait, poussent à la roue pour faire augmenter le taux de THC à 0,3. Et donc, ils prennent l'exemple du Canada, qui a effectivement une politique très, comment on va dire, avant-gardiste par rapport au taux de THC. Okay. Et puis, de l'autre côté, nous, l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, quelques entreprises du Canada viennent nous voir, on dit voilà,
vous avez quand même réussi à peut-être créer quelque chose qui est intéressant. Est-ce que vous ne pourriez pas nous donner quelques clés de lecture pour comprendre ce que vous avez fait? Alors c'est quand même assez incroyable, parce que je ne suis pas persuadé, moi en tant que généticien et producteur de semences, qu'ouvrir la vanne à 0,2 de 0,2 à 0,3%, ça va faire améliorer la compétitivité des agriculteurs français qui ont mis 60 ans à créer une filière industrielle, voilà, avec un niveau de valeur ajoutée qui est vraiment particulier. On va en parler tout à l'heure. Le cannabis, effectivement, sativa, comme l'a dit la demoiselle tout à l'heure, on peut tout faire avec. Il y a des molécules qui seraient apparemment non stupéfiantes, qui auraient des vertus, y compris pour soigner, calmer les animaux. Voilà, ce qui est certain, c'est que chez nous, dans notre pays, il n'y a pas d'études, ce qu'on appelle épidémiologiques, sérieuses, qui va montrer l'effet ou le contre-effet d'un produit à base de cannabidiol. Souvent, quand vous avez des produits à base de cannabidiol, si vous n'êtes pas allé dans les magasins de la SQDC, il faut aller faire un tour. Tout ce qui est à base de cannabidiol, il y a du THC dedans. C'est quasiment souvent le cas. Par contre, la sélection variétale pourrait répondre à ce genre de problématique. Le cannabis comme ingrédient alimentaire, effectivement, il y a des choses qui sont intéressantes pour la partie humaine. Le ratio oméga 3 sur oméga 6 a des vertus, a priori, pour baisser le taux de comment on appelle ça là, de cholestérol, pardon. C'est bon, merci. Et pour la production laitière, la protéine de chanvre pourrait faciliter ce qu'on appelle la galactopoïèse, donc c'est la production de lait et la tartinabilité des beurres. Donc apparemment, vous ne mangez pas beaucoup de beurre chez vous, mais ça pourrait être un marché d'intérêt. Chez vous, donc ce qu'on aime nous au Canada et surtout au Québec, c'est que vous avez une vision pragmatique. Comme on l'a dit, on se bagarre beaucoup chez nous, c'est notre culture latine. Vous avez plutôt une vision pragmatique. Alors je pense que les deux cultures devraient amener les gens à avoir une vision, on va dire, rationnelle de ce qui peut se faire. Et on est persuadé, moi le premier, Stéphane ne dira pas le contraire, qu'en tant que voisins et on parle la même langue, on a tout intérêt à additionner nos forces pour aller proposer des solutions à vos voisins célèbres, dont le président n'a pas fait grand-chose d'intéressant, si ce n'est signer et moderniser le Farm Bill. C'est une opportunité de développement franco-canadienne qui est incroyable. Donc on a regardé, effectivement, vous avez fait le choix du cannabis récréatif, vous avez créé des magasins, Santé Canada a créé des magasins, a permis effectivement de contrôler un minimum les questions de santé publique, de faire du business, de rentrer des taxes. Voilà le côté affaire businessman pragmatique de votre culture, on peut que vous féliciter parce que vous savez répondre rapide et en plus vous allez vite. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais laisser la parole à Stéphane, mais déjà, je ne sais pas si vous le saviez, mais en Europe, il y a 1 hectare de chanvre sur 2 qui est produit en France, et le monsieur qui est à ma gauche fait partie de l'entreprise qui en produit le plus en Europe. Donc je lui laisse la parole, je vais te passer les diapos, comme ça tu vas pouvoir parler. Tout d'abord, bonjour à tous. C'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation d'Olivier, parce que ça fait déjà 3 années qu'on se connaît, qu'on échange souvent. Donc, comme Olivier l'a dit, je suis avant tout exploitant agricole, donc producteur de chanvre sur l'exploitation, j'en fais depuis 20 ans, et il y en a depuis 40 ans sur l'exploitation. Donc un peu d'expertise en mise en place et en récolte, mais je vais vous rassurer tout de suite, au bout de 40 ans, on ne connaît encore pas tout. Donc il y a encore du travail à faire. Et je suis aussi représentant des producteurs français, donc à la Fédération nationale des producteurs de toute la France. Donc c'est une organisation qui a été créée en 1932. Donc c'est pas moi qui l'ai fait, vous voyez. Même si j'ai un peu d'âge, mais c'est pas du tout moi. Donc j'ai repris le flambeau derrière divers présidents. Et donc c'est bien une création de producteurs qui a mis en place la filière chanvre en France. Ce n'est pas venu des industriels, ce n'est pas venu de l'État, c'est une volonté des producteurs d'organiser la filière chanvre, de se donner les moyens de l'organiser. Donc là, vous avez quelques illustrations des premières réunions qui ont eu lieu. Donc, pour vous montrer que c'est pas d'aujourd'hui, quoi. 1965, c'était ma naissance, donc j'y étais pas. Alors, la mission, je vais vous la relire. Donc, ça a assuré la représentation des groupements, syndicats et associations françaises du chanvre au niveau des pouvoirs publics et des acteurs
professionnels agricoles de la filière du chanvre de manière univoque et harmonisée. Donc c'est des décisions communes. Et qui a pour but aussi de s'intéresser à la recherche scientifique de la culture du chanvre et de créer des nouveaux débouchés. Ce matin, j'ai entendu parler de beaucoup de nouveaux projets de débouchés. En France, ces nouveaux débouchés, ça fait 20 ans qu'on les travaille. Et pour souvent, on est les précurseurs, on les a lancés. Son objet social, donc étude, défense de la promotion du chanvre, des intérêts des producteurs et la promotion, marketing, je dirais, des utilisations du chanvre. Alors, cette association, elle est issue de différentes associations. Là, vous avez une liste de représentation des producteurs par région. Mais alors, les régions sont plutôt découpées non pas par une découpe administrative départementale, elles sont liées à des bassins de production où il y a une usine de transformation du chanvre. Donc là, il y a 6 organisations de producteurs qui représentent 6 chanvrières derrière, qui transforment la fibre. Et la représentation et le système de vote est fait à la surface, c'est-à-dire il y a un représentant par lot de 800 hectares de chanvre, de façon à ce que celui qui a 1 hectare ou une dizaine de personnes qui ont 1 hectare ne prennent pas la position et on parte dans des dérives incontrôlables. La particularité, c'est que sur le chanvre, comme vous l'avez dit, il est dioïque d'origine. Et par intérêt, les producteurs ont demandé au niveau de l'État de travailler la partie, de le rendre monoïque pour une question de récolte. Et donc c'est un institut national qui a travaillé ça, l'INRA, et qui, au bout de, je ne sais plus combien d'années de recherche, nous a redonné des variétés qu'elle avait créées, les premières monoïques. Elle nous a dit maintenant, vous vous débrouillez avec ça. Donc c'est assez exceptionnel, les seuls producteurs ayant toute la génétique en main du chanvre en France, voire en Europe. Donc là, Christophe, d'un point de vue génétique et multiplication de semences, vous en parlera après, mais ça appartient aux producteurs, et ça c'est unique. Et c'est encore les producteurs français qui décident de la sélection et de quel axe on prend chaque année. Et le rôle aussi d'une association, c'est sa représentativité auprès des pouvoirs publics. C'est une chose très importante, puisque pour mener une industrie, il faut les appuis politiques. Je pense que c'est pareil dans chaque pays. Donc on est membre de la fédération du plus grand syndicat de producteurs français, toute culture confondue, la FNSEA. Il y a une interprofession. Alors, pour vous l'expliquer rapidement, l'interprofession regroupe 6 membres de la Fédération des producteurs et 6 industriels. Et on partage tous les éléments et on essaye d'avoir la même politique et d'aller dans le même sens. Ce n'est pas les industriels qui décident, vous faites comme ça et votre. Les producteurs ont quelque chose à dire. Donc, je vous l'ai dit, elle est obtentrice. Donc toutes nos variétés actuelles appartiennent à la FNPC. Elle coordonne, comme Christophe l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est contrôle THC, puisqu'elle a une expertise depuis les années 60 dans la compréhension du THC, en travaillant avec des organismes pharmaceutiques nationaux. Elle a été aussi l'Institut technique du chanvre au niveau agronomique. Ça a été, par la volonté politique, remis au sein de structures nationales, ce qui n'est pas une réussite pour nous. On préférait le gérer nous-mêmes, c'est plus concret. Elle a développé le machinisme agricole, puisque le chanvre, je pense que les producteurs qui sont là le savent, si vous allez voir un constructeur et vous lui demandez « je voudrais récolter du chanvre », il vous regarde avec des yeux, il ne connaît même pas. Donc il a fallu se débrouiller par soi-même. Donc on a monté des petits groupes de travail et on a inventé du matériel. Et encore aujourd'hui, ça fonctionne encore beaucoup comme ça.
Les surfaces augmentant dans le monde, je pense que les constructeurs vont y regarder de plus en plus. Alors, en tant qu'association reconnue par l'État français, du coup, on a la compétence pour être au niveau européen. Donc la réglementation européenne, on est consulté, on donne notre avis, on peut proposer des choses pour faire évoluer la législation. Ce n'est pas une chose facile. Hein. Ensuite, notre place à l'étranger, comme on l'a redit tout à l'heure, on a une expertise quand même depuis 1932, mais on a surtout une expertise dans la fibre et dans la connaissance du THC. Et on pense que, comme notre présence aujourd'hui, c'est d'accompagner de nouveaux entrants qui voudraient aller dans la fibre, essentiellement dans la fibre. Parce que la graine, tout le monde est capable de le produire, donc je vous dis, faites attention avec la graine. Tout le monde peut la produire, et c'est très facile. La maîtrise de la fibre et les débouchés fibres, le marché, les compétences sont plus importantes, et le marché n'est pas accessible à tout le monde. Donc réfléchissez bien dans votre future association, comment vous voulez voir votre filière chanvre. Mais une filière, ça vit. Il y a des hauts, il y a des bas, comme dans une entreprise. Et il faut toujours la remodeler au fil du temps, puisqu'il y a des législations qui changent, des produits nouveaux qui arrivent. Le CBD en est un. En France, c'est en ce moment le gros débat. On ne sait pas où le classer. On est bloqué réglementairement. Mais on a aussi des industrielles, des grosses industries qui ont investi énormément et on ne voudrait pas, par le biais de cette nouvelle opportunité du CBD, détruire ce qui a été fait pendant 65 ans. Donc sur ces produits cannabinoïdes, on y va très prudemment. Et là, pour la production agricole, donc sur la graine, je pense que je n'ai pas grand-chose à vous apporter, puisqu'il y a longtemps que vous récoltez de la graine. Sur la fibre, voici nos pratiques. Nous récoltons, suivant les besoins de l'industrie, en qualité de fibre, suivant les marchés, notamment automobiles, textiles. Nous avons besoin de différentes spécificités de la fibre, donc qui conduisent à des conduites agricoles différentes et des récoltes complètement différentes. Donc nous conduisons de la production de paille sans graines pour en extraire le meilleur de la fibre. Puisqu'il faut, on parle de ruissage, vous avez déjà entendu parler de ça, et le ruissage, il faut minimum 8 semaines au sol pour obtenir un ruissage correct. Donc il faut démarrer beaucoup plus tôt la récolte. Si vous démarrez la récolte au 15 septembre en faisant la graine, 6 semaines plus tard, vous êtes au 1er novembre. Récolter de la paille à 15% d'humidité au 1er novembre, c'est un défi même en France. Donc on démarre à couper la paille dès le 15 août, mais sans faire la graine, pour obtenir une fibre qui sera récoltable vers le 15 ou 30 septembre avec des conditions météo intéressantes. Donc là, il y a quelques exemples de photos dont Olivier a déjà vu même, pour certaines, puisque c'est de la construction artisanale, c'est des prototypes. Donc là, on coupe en deux étages, parce que les plantes font jusqu'à 4 mètres de haut. Donc, pour passer ça après derrière dans les presses ou même dans les ondineurs, faneurs, il faut aider un peu parce que la plante est très résistante. C'est le type de faucheuse qu'on utilise, donc en double section, qui coupe très bien. Et voilà nos styles de chantier quand on récolte la graine. Donc la moissonneuse qui ne prend que les hampes florales. Et derrière, aussitôt, nous coupons la paille avec les faucheuses pour la mettre à plat et qu'elle subisse les aléas du climat pour la faire changer de couleur. Donc les chantiers sont organisés, même là, il y a une organisation commune entre les producteurs. Par groupe suivant les surfaces, 4-5 producteurs, on se regroupe pour acheter le matériel.
Et en gros, on compte 50 à 80 hectares pour amortir l'ensemble du matériel. Donc ça crée plein de petits groupes de 4-5 personnes, et c'est très efficace dans l'organisation et dans rentrer la paille avant qu'il y ait la pluie. On est très performant dans la réussite de la récolte. Et quand on prend la graine, en France, pas en France, je dirais dans ma région et dans la Chanvrière, hein, on récolte 7000 hectares de graines. On fait ça en maximum 10 jours, avec un ou deux points de collecte pour le séchage. Donc, qu'est-ce que tu veux que je répète, Olivier? Les 7000 hectares sont récoltés d'un point de vue de la graine. Comme vous savez, elle est très sensible à l'égrenage. Dès qu'on a mesuré l'humidité, le taux de pourcentage de grains verts, dès qu'on donne l'autorisation de faucher, grosso modo, ça dure entre 8 et 10 jours de récolte de la graine. Donc les séchoirs, il faut qu'ils soient conséquents, performants. Et derrière la paille, 8-10 jours après, elle peut être récoltée, suivant les qualités que l'on veut. Donc ça va très très vite. Quel rendement de graines à l'hectare? Combien de quintals à l'hectare? Alors nous, la moyenne, depuis une moyenne de 25 ans, elle est à 1 tonne 100 à l'hectare, mais avec une variable de 500 kg à 1 tonne. On monte jusqu'à 2 tonnes. En fonction des terroirs, en fonction de la climatologie, il y a beaucoup d'éléments. Voilà un peu sur la production agricole et l'organisation de la filière. Christophe, à moins que vous ayez des questions avant. On va les prendre après. On va les prendre après. Je laisse Christophe vous parler plus de la partie variétale, semences, production. Donc on va commencer à faire le virage autour de la tour de contrôle de Roissy-Charles de Gaulle. On va revenir vers bientôt l'aéroport Trudeau. Il nous reste 10 minutes normalement, donc ça va aller vite. Les Français, ils ont cette particularité de jamais s'entendre. Ils font des guerres depuis des années au niveau gaulois. Par contre, ils arrivent des fois à se mettre d'accord et ils se sont mis d'accord sur la gestion de ce patrimoine immatériel qu'est la génétique. Donc c'est un cas unique. Moi qui ai travaillé avant dans la production laitière et la génétique animale, il n'y a quasiment plus de structure comme ça qui met la main et qui gère son patrimoine génétique. Donc depuis les années 60, les bénéfices que réalise la coopérative MHIT, qui a eu la mission de centraliser les besoins français et maintenant européens de la semence certifiée, réinjecte 15% de son turnover sur la recherche et développement au niveau variétal. Donc on est un petit peu moderne quand vous regardez sur la photo. Alors la particularité, c'est un modèle économique un petit peu différent de ce qu'on trouve peut-être ailleurs en France. Donc il y a autant d'hommes que de femmes. Alors j'y tiens parce que ça a été un choix que moi j'ai fait. Il y a autant d'hommes que de femmes au comité de direction. Il y a la même égalité salariale. Et sur la photo, c'est une femme qui conseille un homme et pas l'inverse. Donc la zone, les producteurs sont 145 en France. Ils sont spécialisés à faire de la multiplication de semences. Ils ne font que ça. Ça a été basé. Prenez pas les photos, on vous donnera la présentation. Ce sera. Ouais. Enfin, je sais pas. Écoutez bien, vous allez voir, c'est marrant. La suite. Donc vous avez la description du personnel et des équipes en place, avec une volonté, c'est de pouvoir répondre aux demandes nouvelles. Donc c'est l'Europe. Aujourd'hui, les marchés, c'est surtout l'export. On en fait 67%. Donc des pays pour nous qui n'étaient pas du tout connus. Et ce qui nous arrive de pleine face, c'est la contre-saison. C'est-à-dire qu'en France, quand on a fini la saison, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Tasmanie, ça redémarre. C'est le cas de l'Afrique du Sud et ça va être le cas de l'Amérique du Sud. Donc c'est quelque chose qu'on a appris et qu'il a fallu apprendre très très vite. Donc on a une zone, on voit pas très bien, ouais. On a une zone spécifique et autour de la zone danger, c'est une zone ce qu'on appelle d'isolement. Dans cette zone-là, il n'y a que de la production de semences de chanvre qui se fait. Élite et super élite. Ça assure une pureté variétale et ça limite fortement les risques de pollinisation croisée. Donc les gens qui nous disent que quand ils achètent du Férimon, il y a des soucis de plier mal, avec le numéro de lot qu'il y a sur le sac déjà et la couleur du sac, on peut savoir s'il vient de chez nous. Et on peut vous retrouver le producteur qui a fait la production de la graine. Donc un souci de traçabilité, ce qui paraît important. Le président Jacques Martin,
qui est déjà venu il y a 3 semaines, produit de la semence que le président Borderieux utilise. Donc s'il y en a un qui fait de la merde, là, comme vous dites chez vous, ben, lui, il va l'utiliser et il va être capable de lui dire, au sein de la Fédération nationale des producteurs de champs, ce que tu fais, c'est pas bon. Donc là, vous avez la trombine de la Gagne là, qui s'occupe de la coopérative qui s'appelle M-HIT. Donc vous voyez, il n'y a que des jeunes. Donc ils font tous du chanvre depuis au moins 15 à 20 ans et leurs parents en faisaient déjà. Donc il y a un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Et on a donc une seule femme. Donc la parité n'est pas encore arrivée au sein du conseil d'administration de la coopérative. Donc il va falloir effectivement que le président prenne les choses à bras-le-corps. Donc la génétique, chez nous, ce n'est pas un hobby. C'est une obligation, ça sert à quelque chose, ça sert à un objectif. Donc elle doit répondre effectivement au marché. Et ce qu'on demande aujourd'hui aux industriels et éventuellement à ceux qui ont des idées de génie, c'est de s'assurer que le marché pourra prendre le produit. Ce n'est pas Annie Chambaud qui va me contredire, il faut à peu près 10 années de recherche pour arriver à créer et stabiliser une variété. Le chanvre, c'est tout sauf stable. Il va falloir ça veut dire qu'au démarrage, quand vous visez l'angle de la pièce, il faut être sûr que vous visez cet angle-là, parce que dès que vous allez bouger de 1 ou 2 degrés, vous allez être complètement à côté de la cible 10 ans après. Ce qui est extrêmement difficile, sachant qu'en plus les surfaces, d'un point de vue mondial, sont très petites. On est à moins, alors je vais arrondir, on est à moins de 300 000 hectares dans le monde, c'est 3 fois rien. Si vous comparez à la betterave, au blé, au canola et au soja, donc forcément les efforts de recherche et développement, vous ne les amortissez pas du tout sur une même durée. Donc le cannabidiol ou le THC thérapeutique, si ça soigne les gens, ainsi soit-il, et que ce soit des producteurs canadiens, québécois ou français qui produisent ces plantes-là pour soigner les gens, dans ma tête, ça a parfaitement du sens. Par contre, il faut être sûr que ce soit le cas, parce que l'argent qu'on va investir dedans, si 10 ans après, ça ne marche pas, les agriculteurs seront extrêmement déçus. Ceux qui achèteront les graines et ceux qui les auront produits aussi, parce que le retour sur investissement, il n'y en aura pas. Les agriculteurs français croient beaucoup à la technique et à la technologie. Donc, comme je vous l'ai dit, ils vont investir depuis 2 ans 15% de leur chiffre d'affaires sur de la recherche et du développement. Donc, c'est des techniques. On n'a rien inventé, dire le séquençage, le génotypage. Enfin, Annie, elle est d'accord avec moi. C'est des trucs qui existent depuis très très longtemps, sauf que ça n'a jamais été appliqué au chanvre. Donc aujourd'hui, si on veut avoir des breakdowns et avoir effectivement une avancée, des ruptures technologiques très rapides, peut-être qu'à un moment donné, il faudra adjoindre les forces des Français et des structures au niveau international pour arriver à faire ce que peut-être nous on a réussi en France, c'est-à-dire mutualiser des moyens pour servir l'intérêt collectif et mondial et surtout pas se mettre en compétition. On reste persuadé, et je le dis en anglais, en allemand et en russe à qui veut l'entendre, le prix de la semence ne doit pas être la barrière pour développer les surfaces. Ce qu'il faut, c'est que le marché puisse absorber les produits de qualité que vous, agriculteurs, vous ferez. Sachant que, monsieur, vous en ferez peut-être encore, mais peut-être moins longtemps, mais peut-être que vous allez produire et installer une culture, en fait, pour les futures générations. Donc, soigner les gens, pour les agriculteurs, ça me paraît logique, quoi. Donc, la recherche et développement, elle a pour objectif de répondre au marché. Donc, en fonction de la plasturgie, des composites, du CBD, du cannabis, parfait, du cannabis, on vient de passer l'Atlantique, on est au-dessus du Labrador, on est en train de descendre. Donc les nouveaux marchés ne doivent pas venir effectivement, comme le dit Stéphane, perturber les marchés industriels ou agro-industriels, parce qu'on est sur de l'industrie lourde. Par exemple, Stéphane produit de la paille qui est transformée chez un plasturgiste qui est connu, qui est implanté dans votre pays, qui est Forestia. Il est évident qu'une entreprise comme ça, qui est cotée au CAC 40 à l'Euribor, qui commence à intégrer des matériaux biosourcés, pour mettre ça dans des voitures en grosse série, il ne faut surtout pas que la ressource soit limitante. Sinon, le modèle d'affaires, il ne tient pas. C'est le cas de chez Bombardier. Je pense qu'il y a un savoir-faire agro-industriel dans votre pays qui est très fort. Faire des cockpits en lin et chanvre, Bombardier sait le faire. Faire des lames pour mettre sur les cockpits des hélicoptères, moi je l'ai vu à Vegreville, à Winnipeg, ça marche. Par contre, la question, c'est est-ce qu'on est capable de le produire en grande série pour équiper tous les matériels? Et là, aujourd'hui, les industriels se posent ces questions-là. Est-ce que la filière canadienne, elle est capable de produire cette fibre-là? Donc, il faut effectivement aujourd'hui additionner vos forces, peut-être se faire aider au départ pour se faire béquiller, enfin béquiller veut dire accompagner, mais effectivement, il faut que sur votre territoire, vous puissiez installer des outils industriels pilotés avec des agriculteurs pour que l'amont et l'aval fonctionnent. C'est évident. Les enjeux sociétaux, ils sont énormes, quoi. Et la décision qui a été prise par les agriculteurs, c'est de restructurer. Donc ça faisait à peu près
en 1978, ils ont acheté un bâtiment avec des corps de ferme dans un département. La décision elle a été prise de restructurer. Stéphane a eu le courage politique de faire passer des réformes très lourdes au niveau social, au niveau des salariés, au niveau économique. Mais il fallait passer ce cap-là pour pouvoir aller à l'export. Donc, moi, je suis arrivé dans une structure en 2015. On était 3 à parler à peu près l'anglais. La plupart des salariés n'avaient jamais voyagé et je suis tout seul à parler 3 langues étrangères, 4 avec ma langue natale. Aujourd'hui, on est à plus de 60% de maîtrise de l'anglais et on est implanté quasiment à chaque endroit où le champ se développe. Donc, en tant que Français, c'est pas prétentieux de le dire, mais on souhaite partager notre connaissance et on souhaite faire partir de cette histoire-là et accompagner et aider parce qu'on a forcément des synergies et des business à faire ensemble pour développer quelle que soit la partie du monde, parce que sur des marchés importants, je le répète encore, pour aller en plasturgie, en automobile, avec les équipementiers que vous avez, votre force industrielle pour aller aux États-Unis, tout seul, à un moment donné, on n'a pas la taille critique. Nous, Français, on ne l'a pas, et je pense que vous, de votre côté, vous ne l'avez pas. Mais par contre, si on s'associe, après, c'est, comme on dit, sky is the limit, quoi. Donc on s'est réimplanté dans une zone où on doit trouver de la masse salariale, des industriels, des étudiants, des docteurs, des universités pour nous aider à accélérer le progrès génétique, pour nous aider à accélérer la recherche et le développement. Et on y croit tellement au chanvre au Canada qu'on y vient à peu près maintenant tous les mois et on a installé une filiale ici pour faciliter justement les échanges techniques et capitalistiques. Et d'ailleurs, on a même notre compte bancaire chez Desjardins. Donc à l'occasion, on y croit vraiment jusqu'au bout. Donc eux, ils croient aussi parce qu'ils sont sponsors de l'activité. Donc voilà à peu près tous les organismes avec lesquels nous aujourd'hui on collabore en France et aussi au niveau mondial. Donc certains sont de renommée, hein, le CNRS est hyper connu. Toutes nos variétés maintenant sont inscrites et protégées. Donc on a développé une marque qui s'appelle M-Hit et on a aussi développé l'obtention variétale sur l'ensemble du catalogue. Donc on est aussi en train d'accélérer de manière à protéger les intérêts des agriculteurs français, mais de permettre aussi à d'autres agriculteurs de bénéficier de cette génétique-là, pas en compétition avec ce qui se fait dans le pays, mais en complément de gamme pour aller développer les marchés agro-industriels. Donc les variétés qu'on est en train de développer en France, certaines vont être inscrites là et vont être testées dès cette année pour vérifier que la génétique elle passe bien au niveau des conditions pédoclimatiques. C'est sûr qu'en tant que petit Français, vous allez le lendemain de la Coupe du Monde à Végreville, au Manitoba, quand le gars de la parcelle vous dit il y a 1 mois et demi il y avait de la neige, alors qu'il fait quasiment 35 degrés dehors, vous avez du mal à le croire. Mais quand vous voyez les photos, vous dites effectivement, le Canada, il faut le voir l'hiver et l'été pour comprendre les variations climatiques qu'il y a. On est venu il y a 3 semaines, moins 35, on n'avait jamais vu. Hein. Maintenant, on sait à peu près ce que ça fait, quoi. Donc voilà. Des entreprises voisines, hein, donc Nzazaden, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est classé dans le top 10 mondial des producteurs de semences. Bejo, on a les mêmes clients au niveau de la Nouvelle-Zélande. Bon, Limagrin, numéro 4 mondial de la production de semences, c'est des gens avec qui on fait des échanges de savoir-faire. Parce que nous, on a encore, malgré tout, notre grand âge. Alors Stéphane est beaucoup plus sage que moi, mais on a encore besoin d'apprendre. Et on apprend aussi à croiser les regards et les cultures des différents pays. Et venir dans un pays aussi grand que le Canada, on en apprend tous les jours. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai appris que les skidoo ne montaient pas aux arbres. Donc je peux en faire là. Donc on va arriver directement à l'aéroport de Montréal. Donc j'espère que le vol vous a été le plus confortable. Vous allez détacher vos ceintures une fois que l'avion sera arrêté. J'adore cette phrase. Wayne Gretzky, pour moi, c'est un exemple. C'est un très grand capitaine. Moi, j'adore le sport et le sport collectif et je trouve cette phrase très belle. Je vais patiner là où le palais va être, mais pas où il a été. Donc il faut savoir se remettre en cause pour effectivement viser l'avenir et adjoindre une équipe pour pouvoir se développer. Et cette phrase-là, elle n'est pas de moi, hein, elle est d'un agriculteur que j'ai croisé dans le Queensland en Australie. Il m'a dit, voilà, aucune idée va se réaliser à moins d'avoir le courage de faire le travail, car l'idée sans exécution est une illusion. Le fait de commencer ici, c'est la question que les journalistes nous ont posée. Vous ne pensez pas que ça ne va pas marcher? Il y a à peine 10 producteurs dans la salle. Effectivement, bon, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais moi, quand je suis allé en Australie, la première conférence que j'ai faite, ils étaient 5 et on était dans une grange et on était au milieu de nulle part. Aujourd'hui, on envoie 2 conteneurs de semences par an à ces agriculteurs-là. Et c'était il y a moins d'1 an. Donc on va commencer à 4 ou 5, vous allez retourner chez vous, vous avez capitalisé, vous allez transposer ça dans vos exploitations et vous allez refaire encore ces forums-là. Les agriculteurs français sont à votre disposition pour discuter, pour échanger, pour venir aussi sur place, parce qu'eux aussi vont apprendre des choses au niveau agricole. Et je pense qu'ensemble, le chanvre, oui, on va y croire, et le chanvre industriel au Canada, ça va marcher. Voilà. Bonne fin de journée et bon courage.